L'une des marchandises qui connaît le plus de succès, ce sont les mousselines. Les Indiens ont un savoir-faire extraordinaire dans ce domaine qui leur permettent de tisser le coton d'une manière extrêmement fine. Et les mousselines indiennes sont connues des Européens quasiment depuis l'Antiquité. Les Romains appelaient les mousselines les courants d'air tissés. Ces matières extrêmement légères vont d'abord intégrer l'intimité des Européens à travers des chemises, des mouchoirs, des tours de col, des manches. Et au XVIIIe siècle, il va y avoir un nouvel usage de ces matériaux très vaporeux, qui est celui de la robe-chemise. Alors, la robe-chemise devient à la mode à partir des années 1770. Dans les milieux artistiques, il y a un phénomène de retour à l'antique, et la robe-chemise va incarner ce besoin du retour à l'antique. De plus, la robe-chemise qui se porte sans panier et sans corset est pour les femmes une véritable émancipation. À la cour, normalement, à cette époque, dans le troisième quart du XVIIIe siècle, c'est la robe à la française, donc qui se porte avec un panier qui augmente le volume des hanches et un corset qui, au contraire, affine la taille justement pour créer ce contraste. Mais ce sont des éléments de costume qui sont extrêmement coercitifs pour le corps des femmes. En cette fin de régime qui se profile, la robe-chemise va avoir tant de succès parce que finalement c'est la libération aussi des carcans de la mode imposée par la cour. Les variétés de mousseline importées par la Compagnie des Indes sont considérables et sont exponentielles. On a une liste de noms extrêmement poétiques. Identifier ces mousselines est assez problématique. Néanmoins, on sait par exemple que les doréas étaient des mousselines à rayures ou bien parfois à carreaux. Et on a la trace ici, dans les archives de la Compagnie des Indes, d'une commande célèbre de la marquise de Pompadour qui va vouloir trouver une mousseline doréa pour se confectionner probablement une robe-chemise. Et donc le directeur du port ici à Lorient sera interpellé pour lui trouver la mousseline correspondance, et à défaut, s'il ne la trouve pas à Lorient, elle sera commandée à Chandernagore, donc au Bengale, la grande zone de production des mousselines en Inde. On n'imagine pas aujourd'hui le prix que pouvait coûter une robe mousseline, mais il y a dans les archives de la Compagnie des Indes des prix d'adjudication à l'unité. Et on se rend compte par exemple qu'un tanjeb, qui est une mousseline avec des grands rinceaux de fleurs, valait 200 livres, ce qui est une somme énorme, puisque 200 livres, c'est le salaire mensuel d'un capitaine de la Compagnie des Indes. Quand un matelot, lui, touche 20 livres par mois. Ça en fait des éléments du luxe, et ce luxe sera d'ailleurs encore exacerbé, parce que ces robes mousselines c'est très bien, mais c'est extrêmement léger, donc il va falloir leur adjoindre un élément de la parure qui va être le châle de cachemire, qui va du coup aussi être à la mode. La mode de la robe-chemise perdure pendant la Révolution notamment, et même on dit que certaines audacieuses qui voulaient vraiment se libérer des contraintes de l'Ancien Régime les porteront nus, c'est-à-dire sans vêtements de dessous. Et pour accentuer l'effet de ces robes mousselines, certaines les enduiront d'huile ou les porteront mouillées. La mode de la robe-chemise en coton blanc perdure également pendant une partie de l'Empire et jusqu'à ce que Napoléon donne à nouveau des lois somptuaires qui obligeront la cour à porter de la soie à nouveau.